On pense qu'on nous a maintenus dans la peur de manière volontaire parce que c'était pratique, si vous voulez. C'est pratique de maintenir une population dans la peur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de 39.9. Le principe est simple, un interlocuteur, une thématique et son unique point de vue. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Marseille où le docteur Louis Fouché nous a donné rendez-vous. Complotiste pour les uns, adulé des autres, comment a-t-il vécu cette crise du coronavirus? 39.9 l'a rencontré, suivez-nous. Bonjour docteur Louis Fouché. Bonjour Jeanne. Merci de nous accueillir chez vous en plein cœur de Marseille aujourd'hui. On va apprendre à vous découvrir un peu mieux. Vous êtes médecin, réanimateur, anesthésiste à la Conception à Marseille. On vous découvre pour la première fois dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube du professeur Didier Raoult. C'est le 7 octobre dernier. Et alors pour vous citer, à ce moment-là, dans les premières secondes de votre allocution, de votre présentation, vous expliquez avoir, je vous cite, fermé votre porte au laboratoire et n'avoir aucun lien d'intérêt. Pourquoi dire cela dès les premières minutes? Pourquoi ne pas se concentrer sur le processus de réanimation? Vous avez l'air de découvrir quelque chose, mais en fait, les médecins ne sont pas exempts de conflits d'intérêts. Et c'est la première question que vous devriez poser à n'importe quel médecin qui s'exprime sur un plateau télé. Tout le monde devrait avoir marqué, vous savez, sous BFM, il y a des petits bandeaux comme ça, en dessous de la tête des gens, souvent pour marquer Macron a fait ci ou je sais pas quoi. Là, vous devriez marquer tel médecin, tant de conflits d'intérêts sur transparence santé. Pourquoi? Parce que ça peut aller jusqu'à des sommes absolument vertigineuses chez les leaders d'opinion. Qui sont plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même parfois plusieurs millions d'euros. Et c'est une nécessité légale, normalement, que de devoir le dire. Donc moi, j'ai 450 € de conflit d'intérêts sur la base transparence santé. C'est un peu compliqué pour le grand public d'aller voir, mais ils peuvent le retrouver sur covidinfo.net. Il y a un calculateur où ils peuvent y aller par eux-mêmes et trouver les conflits d'intérêts des différents médecins et professeurs. Et puis parce que ça dit quelque part d'où je parle. Si je vous parle en ayant reçu de l'argent de GlaxoSmithKline, de Gilead, je ne vais pas dire la même chose que si je suis indépendant de ça. Donc moi je suis indépendant, là, j'ai pas de problème. Par contre j'ai effectivement des liens d'intérêt. Je suis le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui cherche à sortir les gens de la peur, à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, à infléchir la politique sanitaire et à réunir tous ceux qui veulent agir. Et donc je ne suis pas absolument anodin, c'est-à-dire qu'on a un parti pris qui est que la politique sanitaire qui a été menée n'a pas été faite pour le plus grand bien du plus grand nombre. Docteur Fouché, au sujet de l'épidémie de Covid-19, on va y revenir. On est cette fois au mois de juillet et vous déclarez, je vais vous citer une nouvelle fois, on est à 59 morts depuis juillet, donc respirez un grand coup, tout va bien. Ça, c'est ce que vous avez dit en poursuivant sur la critique des statistiques concernant le taux de malades atteints de Covid. Encore une fois, je vais vous citer. C'est du big data, donc de l'algorithme gérant des courbes épidémiologiques qui vous disent mieux que vous ce qui se passe. C'est donc du délire. Aujourd'hui, avec du recul, on était au mois de juillet. Est-ce que vous pensez toujours que c'était des algorithmes, que c'était du délire, ou est-ce que vous acceptez le fait qu'il y a eu une seconde vague et comment est-ce que ça vous l'expliquez? Alors oui, il y a une deuxième épidémie, moi je ne l'appelle pas deuxième vague, parce qu'en fait le variant en cause à Marseille est très différent phylogénétiquement. En termes d'homologie de paire de base avec le premier virus, il est très différent. Et donc on est sur une sorte de mutant, quoi. Presque vous auriez pu l'appeler SARS-CoV-3, quoi. C'est pas comme ça qu'on le définit dans la phylogénétique, mais il est quand même suffisamment différent pour qu'il y ait des gens qui ont fait un premier Covid et qui fassent un deuxième Covid. Alors même qu'ils ont créé des anticorps contre le premier SARS-CoV-2. Donc c'est quelque chose qui est différent. Donc il y a une deuxième épidémie. Je pense que je me suis trompé, en fait. Et que c'est plutôt pas mal de se tromper et d'être capable de le reconnaître. C'est un des problèmes dans cette épidémie-là, c'est que les médias confrontent les différentes personnes qui interviennent sur les plateaux de télé avec l'idée qu'ils ont dit ça il y a quelque temps. Et que les gens se retrouvent obligés de justifier ce qu'ils ont dit en créant des mensonges. Non, moi je me suis trompé simplement. Et au moment où je l'ai dit, il n'y avait pas de deuxième épidémie. Et donc je pense qu'il faut être assez fidèle à la maxime de Didier Raoult, c'est je ne sais pas prédire le futur, quoi. Surtout dans une épidémie que personne ne connaît. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que les modélisations épidémiologiques qui ont été faites ont toujours été fausses. Et donc tous les modèles épidémiques qui ont été proposés par Cauchemez et Fontanet ou par Ferguson en Angleterre se sont révélés absolument faux. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je me suis trompé une première fois, ça va, je deviens prudent. Docteur Fouché, on va parler maintenant du protocole Raoult que vous avez largement défendu, hydroxychloroquine, azithromycine, zinc et vitamine C. Votre position aujourd'hui, alors que l'OMS et la NSM ne préconisent toujours pas ce traitement? Ouais. Alors si vous posez l'OMS et la NSM comme ceux qui sont en charge de vous dire la vérité, vous vous trompez lourdement.
L'OMS est une structure qui à 70 à 80% de son financement est privé, en fait, et les gens ne le savent pas, mais ça veut dire qu'elle ne défend pas forcément les intérêts d'autre chose que ceux qui la financent. Et puis l'ANSM, vous avez peut-être vu que son directeur a démissionné, que c'est pas si clair, que pendant longtemps ça a été l'agence du médicament, la même qui n'a pas arrêté le Mediator pendant l'affaire du Mediator pendant 5 ans. Méfie, comme on dit ici, méfiez-vous de ces instances qui sont en charge de vous dire la vérité, comme vous deviez vous méfier des fact-checkers du Monde, de Libération, qui seraient en charge de vous dire la vérité mieux que vous. Mais au-delà de la vérité, vous, docteur Fouché, vous défendez toujours ce protocole, vous pensez qu'il marche? Et sur quoi vous vous basez? Autre chose, vous avez dit, c'est le protocole Raoult. Je pense que le fait de concaténer l'idée que l'hydroxychloroquine et Raoult, c'est la même chose, bah c'est une fausse idée. Vous pouvez les séparer, une fois pour toutes. Parce que là, vous allez reprendre de la liberté d'opinion dans le fait de regarder. C'est utile. Parce que je ne sais pas vous dire, moi, à quel point c'est utile. Combien de survies ça épargne, ou combien... mais c'est utile. Et c'est pas toxique. Et donc ça, c'est la seule chose que vous pouvez retenir. Vous avez un traitement pas cher, qui n'est pas toxique, qui est probablement utile. Vous ne devez pas l'interdire. Vous devez le laisser faire et laisser les médecins prescrire. Et puis qu'il y a des conflits d'intérêts dans cette histoire qui montrent une espèce de corruption systémique qu'on n'avait pas forcément vue, qu'on n'avait pas voulu voir, qui est le fait qu'il y a trop d'argent en jeu, qu'il y a des laboratoires pharmaceutiques qui ont des enjeux financiers très importants, il y a des profiteurs de guerre, hein, comme on appelle ça, et que le fait de défendre du repositionnement moléculaire, c'est-à-dire en gros des anciens médicaments qui vont rien coûter et qu'on va remettre sur le marché, qu'on va réutiliser dans une autre indication, il n'y a pas de modèle économique que ça défende. Et donc ça va être très décrié parce que ça va nuire aux intérêts de ceux qui avaient de l'argent à se faire. On va revenir, docteur Fouché, sur une vidéo de vous qui circule beaucoup sur Internet et qui est parfois décriée par certains de vos confrères médecins. Il s'agit de la vidéo du mois de décembre dernier où vous êtes dans la rue à Marseille et où vous brandissez une allocution plutôt anti-masque, en tout cas pour les enfants, où vous précisez que le masque n'est pas utile pour les enfants, qu'ils ont besoin de voir leurs grands-parents, de les embrasser, de passer du temps avec eux, notamment pour les fêtes de fin d'année. Et vous parlez de cette humanité qui se perd et qui est importante pour vous. Oui, mais on vous reproche à ce moment-là peut-être de stigmatiser les gens qui portent un masque, d'une part, et d'autre part, de ne pas prendre en compte cette épidémie de coronavirus et par conséquent que les enfants pourraient être vecteurs. Donc il y a là un premier point auquel vous allez me répondre. Et le second point, forcément, docteur Fouché, c'est qu'on vous a mis dans une case à ce moment-là d'anti-masque. Est-ce que vous êtes anti-masque? Quelle est votre position sur le masque? Donc il y a ces deux questions. Je suis ni pro-masque ni anti-masque. Je considère que c'est un traitement comme un autre, en fait, qui doit être évalué dans ses modalités d'administration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le donne, quelle est la dose, quelle est l'indication thérapeutique, quels sont les bénéfices et quels sont les risques. Et qu'ensuite, il faut faire un choix. C'est-à-dire, in fine, vous devez prendre la responsabilité de dire est-ce que je pense que là, il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire. En ayant fait cette balance des bénéfices et des risques et du rationnel théorique qu'il y a derrière, pour les enfants, je pense que le masque pour les enfants n'est pas adapté, qu'il est même presque une perversion. Parce que les enfants ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants et ils ne sont pas réservoirs. Donc mon discours, ce n'est pas celui de dire le masque ne sert à rien. Le masque est utile dans plein de cas précis, mais il n'est pas utile dans la rue. C'est une imposture en fait, et tout le monde le sait. Quand les gens se trimballent avec leur masque d'il y a 3 semaines, dans lequel ils ont craché pendant tout ce temps-là, ça ne va pas les protéger, quoi. Est-ce que ce masque, il a vraiment atteint son objectif, c'est-à-dire de diminuer les vers zéro et de diminuer la charge sur les hôpitaux et la réanimation? Ben non. C'est-à-dire que l'expérience, ce n'est pas la réitération 50 fois de la même erreur, c'est regarder les résultats de ce qu'on a fait. Si le masque avait dû marcher, il aurait marché. Alors vous allez me dire, c'est les Français qui ne respectent rien, ils ne l'ont pas fait. Plus de 75% de soumission au masque en France, vous n'aurez jamais mieux. Hein. Donc ça veut dire que non, les Français, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Donc voilà, mon discours, c'est ni d'être pro, ni d'être contre, c'est d'essayer de mettre de la rationalité, de l'intelligibilité, et de dire, dans une bonne partie du temps, là, le masque, non, ça ne sert à rien, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez une responsabilité aussi en tant que médecin et qu'il est parfois difficile d'entendre ce genre de discours quand à côté il y a d'autres médecins qui sont beaucoup plus alarmistes que vous? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on utilise ici l'émotionnel pour dire attention, les enfants ça les traumatise, les grands-parents ont besoin de leur faire des câlins? Ma responsabilité de médecin, c'est au contraire de porter l'alarme. Et si on est divisé au sein des médecins, au fond c'est une très bonne chose déjà. Ça veut dire qu'il y a une pluralité de discours et que c'est vivant. Quand tout le monde pense pareil, c'est plus vivant. Ça veut dire que c'est de la propagande. C'est suffisamment complexe pour qu'on ne soit pas d'accord. C'est pas une très bonne chose pour les patients. Les gens ne savent plus trop quoi faire, ne savent plus trop qui croire, ouais. Et c'est plutôt une porte ouverte à l'obscurantisme. On se sent un peu seul, un peu abandonné, on ne sait plus à quel sein se vouer, non?
Oui, vous avez raison. Ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, ça a déjà été dit en philosophie. Ça ne date pas du Covid, c'était déjà là avant. En fait, on avait du mal à savoir quelle était la vérité. Nous-mêmes, en tant que médecins, on a du mal à savoir quelle est la vérité, parce qu'en fait, on a cassé notre boussole à dire la vérité, qui est la publication scientifique, puisqu'elle est corrompue, en fait, frelatée. Pas moi qui le dis, c'est Kamran Abbasi, c'est l'éditeur en chef du British Medical Journal. Il dit « Covid-19, politicization, corruption and suppression of science ». Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science. Et c'est pas le premier à l'avoir dit. Il y a déjà tous les éditeurs en chef du Lancet, du New England Journal of Medicine, qui l'avaient dit avant lui, Richard Horton, etc., qui avaient dit la publication scientifique, aujourd'hui, vous savez plus à quel sein vous vouez. Et Hannah Arendt, qui est une philosophe, a dit, le problème quand tout le monde ment, c'est pas que vous croyez des mensonges, c'est que vous croyez plus à rien et vous n'êtes pas capable de voir les quelques-uns qui portent la lumière. Docteur Louis Fouché, est-ce que vous pensez très concrètement que le confinement, à la fois durant cette première vague et la seconde vague, a largement réduit le taux de contamination, le R0, et a servi à quelque chose en France? Non, je ne le pense pas, et c'est peu de le dire, mais je ne suis pas le seul à ne pas le penser. Je pense que vous ne pouvez pas évaluer la réalité en la regardant par un tout petit morceau de la lorgnette. Ça, c'est ce que font les zététiciens ou les fact-checkers. Ils regardent au microscope la réalité, puis ils oublient tout ce qu'il y a autour. Si vous regardez le confinement et la transmissibilité, peut-être que vous allez trouver quelque chose, mais c'est même pas sûr. La réalité, c'est que si on étudie les eaux usées, ce qu'ont fait les équipes Aubépine et Comet à Paris, les équipes de marins-pompiers et de pompiers, on se rend compte que l'épidémie était déjà en train de baisser 15 jours avant la survenue du deuxième confinement. Donc en fait, c'est comme si vous imaginiez que vos mesures sociales, de distanciation, de confinement, etc., vous permettaient d'arrêter l'épidémie. C'est vraiment l'hubris, c'est-à-dire la démesure de l'humain. Il pense qu'il a trop de pouvoir. C'est pas vrai. C'est comme essayer d'arrêter la mer avec vos bras, quoi. Vous ne pouvez pas arrêter une épidémie virale, en fait. Ça, c'est pas possible. L'autre chose, c'est que vous faites porter au confinement le rôle de protéger le système de santé. Mais non, le système de santé, il faut mettre des sous, il faut mettre des soignants, il faut faire ce qu'il faut, en fait. Vous avez un système de santé qui est extrêmement maltraité depuis plus de 15 ans maintenant, dans une idéologie néolibérale mondialiste qui consiste à dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de secteur public. Mais par contre, si vous regardez la toxicité du confinement, waouh, là, je pense qu'il n'y a pas de discussion, quoi. La toxicité du confinement, c'est d'avoir détruit une économie, c'est d'avoir fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas allés se faire soigner pour leur pathologie, on en a parlé tout à l'heure. Ils ne sont pas allés réouvrir des artères du cœur qui étaient bouchées, ils ne sont pas allés se faire soigner pour des cancers qui étaient en train de survenir. On est arrivé avec 7-8 mois de retard diagnostique et thérapeutique, avec des pertes de chance absolument faramineuses. Donc là, on a vraiment un gros problème, c'est que ce confinement a induit des morts, a induit que les artistes sont en train de crever, a induit que les restaurateurs sont en train de crever, a induit le fait que notre économie est en train d'aller à la casse. Donc si vous pesez la balance des bénéfices et des risques, à l'évidence, il ne faut pas le faire, pour moi. Après, je pense que la dialectique, elle doit être encore entretenue, parce que c'est pareil, vous parlez de confinement, oui, non, mais peut-être qu'il y a des confinements locaux, partiels, faits d'une certaine manière, qui pourraient être utiles. Donc encore une fois, je ne suis pas contre ou anti, je suis pour évaluer a priori et a posteriori quelles étaient vraiment les conséquences qui ont été induites par ce qui s'est passé. Les conséquences du premier comme du deuxième du confinement sont extrêmement dommageables à nos sociétés. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des deux vaccins dont on parle le plus, le Moderna, le Pfizer-BioNTech, sur l'ARN Je pense que c'est extrêmement prématuré en fait, de le conseiller. Vous avez deux rapports de la HAS qui sont rendus en même temps fin novembre 2020. Un qui dit on ne sait rien en termes d'efficacité, en termes d'effets secondaires, on ne sait rien. Et puis un autre qui dit mais il faut préparer les gens à se faire vacciner. Et augmenter l'acceptabilité, aller agir dans les réseaux sociaux, décaniller les leaders d'opinion des réseaux sociaux qui seraient contre, etc. Donc vous avez deux choses très très contradictoires en fait au sein même de la Haute Autorité de Santé. Je pense qu'il faut rester sur la première, il faut savoir, ça ne sert à rien de parler d'acceptabilité alors même que vous ne savez même pas de quoi vous parlez en fait. En l'occurrence, il y a énormément de warnings en termes d'effets secondaires, en termes de conception même de ces vaccins qui devraient dire festina lente, hâte-toi lentement, surtout, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Vous avez plusieurs études, mais il faut lire Doshi dans le BMJ en fait, qui pose de manière très très claire en fait, les différents warnings qu'il pourrait y avoir autour de ces vaccins, mais on est sur des vaccins qui sont extrêmement novateurs, et peut-être que c'est des très belles pirouettes intellectuelles, que dans le futur ce sera vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Moi je néglige pas du tout cette piste-là, parce que ça paraît vraiment très intelligent effectivement d'aller vous injecter directement de l'ARN, et qui utilise la machinerie cellulaire pour faire l'espèce d'usine à produire des particules virales qui vont servir à créer l'immunogénicité, à faire que vous ayez des défenses qui se mettent en place. Louis Fouché, vous avez affirmé que le gouvernement instirait la peur dans l'esprit général, global de la population.
Alors moi j'ai forcément cette question pour vous, docteur Louis Fouché. Pourquoi est-ce qu'ils seraient aussi alarmistes? Quelle serait leur motivation? Et pourquoi du coup faire des mesures aussi restrictives qui leur porteraient aussi préjudice? Ça avait éclaté pas mal de choses dans ce gouvernement aujourd'hui. C'est une vraie question que je me pose aussi en fait. Et pendant longtemps j'ai pensé comme la plupart des gens qu'il y avait une part d'incompétence, et puis une part de précipitation, et puis peut-être une part de peur du gouvernement, des conséquences peut-être pénales en fait, hein, si jamais ils étaient poursuivis parce qu'ils n'en ont pas fait assez, donc ils vont peut-être en faire trop pour au moins là on les embêtera pas. Je pense que ça c'est présent. Effectivement que cette dimension-là est tout à fait réelle, mais peut-être qu'il y a d'autres dimensions, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme on l'a dit, certaines multinationales du médicament seront des profiteurs de guerre de cette crise. Peut-être qu'aussi il y a de la profitabilité électorale ou législative ou démocratique, que finalement, si la France était devenue un pays ingouvernable, ça a été dit par beaucoup jusqu'ici, qu'on n'y arrivait plus, quoi. Il y a une tentation de mettre en place, de manière progressive, une sorte de totalitarisme soft, quelque chose qui ressemblerait un peu à la Chine, sans être la Chine. Donc à mon sens, c'est quelque chose qui peut-être doit être regardé en face, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un agenda législatif au Parlement, où les lois sont votées à 30 députés la nuit à 3h du matin, pour des lois qui concernent absolument tout le monde, vous et moi y compris, hein, que ce soit la loi de bioéthique, que ce soit les retraites vers BlackRock, que ce soit la loi de sécurité globale. Finalement, la loi de sécurité globale, elle dit on va confier à des milices privées la violence légitime, c'est-à-dire le fait de remplacer la police. C'est extrêmement choquant en fait. Donc ça, on doit le regarder en face. Et est-ce que ça profite en fait à la classe politique ? Je pense qu'il faut déplier la crise sanitaire dans toutes les crises qui sont avec. C'est-à-dire on a une crise systémique qui n'est pas seulement sanitaire, qui est une crise démocratique, qui est une crise financière, qui est une crise économique, qui est une crise sociale, qui est une crise de la médecine, qui est une crise de la science. Et petit à petit, on a l'ensemble de nos crises qui sont là aujourd'hui, qui sont à un point d'orgue, à une apothéose. Et donc finalement, je crois que la politique sanitaire qui est menée par les gouvernements, elle n'est pas liée qu'au virus. Elle est liée à des problématiques économiques, elle est liée à des problématiques démocratiques, à des problématiques sociales, à toutes ces problématiques-là. Et donc, finalement, ils ne cherchent pas à ce que vous soyez en bonne santé, à ce qu'on aille bien. C'est mon point de vue, après, vous en doutez, mais je ne crois pas, vraiment. Je pense qu'ils défendent d'autres choses dans une tour d'ivoire où ils ne regardent pas tout à fait la réalité en face, où leur prisme est tronqué. Voilà. Vous êtes à l'initiative de ce collectif qu'on appelle Réinfo Covid. Alors encore une fois, j'ai quelques questions à vous poser là-dessus. Conspiracy Watch notamment vous a targué d'être complotiste et d'utiliser une sémantique très particulière pour instiller, vous, par contre, quelques idées dans la tête des gens. Et vous allez me répondre encore une fois de votre point de vue et de ce que vous pensez de cela, notamment sur le fait d'avoir appelé votre collectif Réinfo Covid, comme s'il fallait réinformer, insuffler de la lumière et de la vérité. Vous pensez qu'on nous ment ? Alors je vais essayer de répondre de manière claire et concise. Qui est Rudi Reichstadt ? Qui est Conspiracy Watch ? Pourquoi est-ce que dans toutes les interviews des médias mainstream, on entend parler de ces gens-là ? Pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit de dire qui est conspirationniste et qui ne l'est pas ? Pourquoi est-ce que même l'étiquette conspirationniste existe en fait sur des gens qui essayent de déployer le réel, comme je vous l'ai dit, de manière plus ample, plus nuancée, plus subtile ? Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Réinfo Covid ? Parce qu'au départ, on s'appelait Collectif soignants et médecins pour une politique sanitaire juste, éclairée et proportionnée. C'est un peu Ensuite, long. on s'est appelé la même chose, mais avec chercheurs universitaires, puis avec chercheurs universitaires, artistes, citoyens, restaurateurs. On s'est dit, ça va pas, il faut qu'on trouve quelque chose de plus simple. On comprend. Et donc, on s'est dit, bon, quoi, Réinfo Covid. Parce qu'effectivement, on pense que l'information mainstream n'aide pas les gens à comprendre ce qui se passe réellement. Qu'elle maintient une scansion narrative traumatique. Je ne suis pas les seuls à l'avoir dit, hein, mais quand Jérôme Salomon, tous les jours, vous annonce le nombre de morts, quand tous les jours, on vous annonce le nombre de contaminés, et qu'on mélange les choses, en plus, on vous dit ce sont des contaminés, ce sont des cas, alors que ce ne sont que des tests positifs à SARS-CoV-2, avec toute la nuance qu'il faut apporter sur cette notion de test. C'est-à-dire que vous avez énormément de faux positifs, vous avez 86% des gens qui sont testés qui sont asymptomatiques, vous avez 93 à 97% des gens qui sont testés positifs à SARS-CoV-2 qui sont asymptomatiques ou bénins. Vous avez des tests il y a une quinzaine de tests différents avec des cibles, des amorces génétiques qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on vous maintient dans la peur. Et on nous maintient dans la peur. Parce qu'à partir du moment où vous maintenez quelqu'un dans la peur, c'est pratique, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Donc ouais, moi je suis, et
tout le collectif, hein, on pense qu'on nous a maintenus dans la peur de manière volontaire, parce que c'était pratique, si vous voulez. C'est pratique de maintenir une population dans la peur. Docteur Fouché, qu'est-ce qui va nous arriver en 2021 pour vous? On devient quoi? Je ne fais pas de prédiction. Très objectivement d'après vous, qu'est-ce qui se passe là en 2021? Je peux vous donner mon intuition en fait. Oui, quelle est votre intuition? Mon intuition, c'est qu'on est dans un déferlement totalitaire. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise démocratique. Il y a une crise de la science, il y a une crise de la médecine, il y a une crise du système hospitalier, il y a une crise de notre société. En fait, il y a tout plein de crises qui se déplient. Il y a une crise financière. Et toutes ces crises sont en train de se déplier. Et que la crise sanitaire elle-même, c'est-à-dire la gravité du virus, bon, ouais, il y a quelque chose, je ne dis pas ça. Et ça a tiré très très fort sur notre système de santé. Ça a mis au jour tout ce qui n'allait pas. Et c'est vrai pour tout notre système. Ça a mis au jour tout ce qui n'allait pas. Donc pour moi, on est dans un effondrement, au sens des collapsologues, hein, si vous voulez, Pablo Servigne, etc. Moi, je suis collapsonaute, hein, je navigue l'effondrement, si vous voulez. J'essaye de surfer cette vague-là pour essayer d'aller vers un monde meilleur. Et que c'est peut-être une bonne chose, en fait. Ça va peut-être nous faire regarder. C'est une occasion de transformer des choses de fond. Notre système politique n'allait pas. Les gens sont trop corrompus, ils ne défendent pas nos intérêts. Ok, peut-être qu'il faut changer ça, en fait. Les gilets jaunes en avaient déjà été un prémisse. Notre système financier ne va pas. Ça, c'est pas nouveau. La financiarisation de l'économie, les 1000 milliards de dettes des étudiants américains, les 1000 milliards de dettes chinoises, etc. On savait très bien que ça allait casser un jour. Gaël Giraud l'a dit dans une interview à Thinkerview, où il explique très très bien pourquoi la finance internationale est au bord de la rupture en permanence, quoi. Notre société va mal, on est désunis, les gens se réapparient par communautarisme juxtaposé, les chrétiens décroissants écolos, les musulmans salafistes, les je sais pas quoi, et tout le monde se bat les uns contre les autres en étant persuadé d'avoir la vérité. Ben, c'est pas ça une société, quoi. Donc là il faut qu'on se réunisse, quoi, et on sait sur quoi on veut se réunir. Vous voulez vous réunir sur ce que je vous ai dit, un crédit social à la chinoise avec une dictature qui vous dit ce que vous devez faire? Vous voulez vous réunir sur mais quel monde on veut plus d'arbres, on veut plus de beauté, on veut pas avoir peur, on veut être dans la liberté, on veut prendre soin les uns des autres, de nos personnes âgées, tout ça. Moi je pense que ce projet-là de société, il est vachement plus intéressant en fait. Et c'est celui-là qu'il faut porter. Non mais docteur Fouché, on a quand même l'impression, et je me permets de vous le dire en toute transparence dans votre discours, qu'on a d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Et en réalité, on pense que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Non, vous ne le croyez pas. On n'a pas des gens qui détiennent la vérité et d'autres qui ne le savent pas. C'est beaucoup plus compliqué. Vous avez raison. Vous l'avez dit, on ne sait pas. Et puis on a besoin de biodiversité. Je pense qu'on a besoin d'opposer les points de vue. Par contre, je pense qu'on a effectivement des gens qui ont peur et qui, sur cette peur-là, accepteront des choses qui en fait sont inacceptables à mon sens, en termes de liberté publique, de liberté individuelle et de politique. Et on a des gens qui ont confiance dans la vie. Ça, je pense qu'on peut faire cette séparation-là, par contre. Moi, je fais partie des gens qui ont confiance dans la vie et qui, par contre, si vous devez prendre ma peur, c'est celle du déferlement totalitaire. Actuellement, vous avez des lois qui sont votées à 3h du matin par 40 députés. La loi de bioéthique, c'est extrêmement choquant qu'elle ait été votée comme ça, parce qu'elle concerne absolument tout le monde. On a décidé qu'on allait faire des chimères homme-animal sur la recherche sur les cellules embryonnaires. Pardon? Enfin, les gens sont au courant, là, que c'est 30 députés qui ont voté ça tout seuls dans leur coin. Donnez vos fonds de pension et vos retraites à BlackRock, à des hedge funds américains qui sont extrêmement mafieux, pas clairs, qui vont aller jouer au casino sur les marchés financiers avec vos retraites. C'est ça aussi, c'est ça qu'on veut vraiment en fait. Peut-être qu'en tout cas ça nécessite discussion au niveau collectif et au niveau démocratique, que ce soit pas fait sur un état d'urgence, etc. La loi de sécurité globale, pardon, c'est-à-dire quoi? On est en train de créer parce qu'il y a la problématique de ne pas pouvoir filmer les policiers, mais il y a la problématique surtout de créer des milices privées en fait. C'est-à-dire d'un coup, des gens sont capables d'avoir la violence légitime en étant des milices privées. C'est ça qui devrait nous poser question. Toutes ces lois sont en train de passer les unes derrière les autres. Aller vers un passeport numérique mis sous la peau ou un passeport sanitaire mis sous la peau, ils parlent de ça à l'Assemblée. Non, qu'est-ce que c'est que cette intrusion, quoi? Pour moi, cet effondrement, il est extrêmement sain parce que les gens qui cherchent le bien commun vont se mettre ensemble pour le porter. Et donc l'idée de la résistance, pour moi, c'est pas d'essayer de décaniller le pouvoir. Je suis dans une voie de la non-violence. C'est-à-dire vous avez face à ce déferlement totalitaire un très fort risque qui est un déferlement de violence. Vous me demandez comment je pense que ça peut se passer en 2021. Je pense qu'il peut y avoir un déferlement de violence, comme il y a eu peut-être au moment des Gilets jaunes. Ça, c'est ce qu'on appelle la violence mimétique, chez René Girard. Pour moi, c'est pas souhaitable. Il y a une troisième voie qui est celle de tenir le rapport de force, de dire je suis pas d'accord avec vous, et c'est très bien qu'on ne soit pas d'accord, et on va essayer de faire jaillir une discussion, et de jaillir des solutions qui sont pragmatiques et intelligentes. Et ça, c'est la voie de la non-violence, façon Martin Luther King ou Gandhi, si vous voulez. C'est juste arriver à être fort. Par contre, c'est dur à tenir, effectivement. Parce que là, vous avez un rouleau compresseur idéologique qui essaye d'écraser les Fouché, les Péronne, les Toubiana, les Henri Oncaude, etc. Merci beaucoup.
Docteur Louis Fouché, de nous avoir accordé cet entretien qui était très intéressant. C'est votre point de vue et on le respecte également. Merci. Et vous, vous en pensez quoi? Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de 39.9.